Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Abiba Ousmane. Je suis Eva Bara et ça fait plusieurs fois que vous me voyez intervenir avec elle sur différents sujets autour du développement personnel et de l'estime de soi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être son invitée. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo interview. Je suis accompagnée de Eva. Je te laisse te présenter. Bon, vous la connaissez parce qu'elle intervient régulièrement dans mes vidéos. Et aujourd'hui, tu vas passer à la casserole. Je te laisse te présenter. Ok, alors bonjour tout le monde et c'est un plaisir de vous retrouver de nouveau. Moi je me nomme Eva Bara. Qui suis-je? C'est la question la plus importante de notre vie, donc je vais y répondre et je vous invite à faire de même, quitte à envoyer vos réponses à Abiba par la suite. Alors je suis une âme terrestre, humaine, afrodescendante, féminine. Je suis Eva. Aujourd'hui, j'ai mis au monde deux merveilleux enfants à ce jour et je vis en Normandie et aide tout un chacun à trouver sa place entre sa culture d'origine et sa culture d'immersion. Alors, en parlant d'ethno-coaching, vous êtes plusieurs à me poser la question, c'est quoi l'ethno-coaching? En quoi consiste l'ethno-coaching? Alors aujourd'hui, tu es là, tu vas répondre à toutes nos questions. Tu as créé l'ethno-coaching, ça n'existait pas. Exactement. Parce qu'on connaît les coachs de vie, on connaît les motivatrices, les motivateurs, ainsi de suite. Exact. Est-ce que tu peux nous parler de l'ethno-coaching? Bien sûr. Alors, comme tu dis justement, le coaching, c'est un domaine d'activité qui existe déjà, donc je prends le temps de le définir parce que ça me semble important. Le coaching, c'est accompagner des personnes. En fait, c'est prendre une personne à un point A et l'emmener à un point B après un contrat. C'est-à-dire que si c'est comme moi coach de vie, et bien dans tel domaine de vie je suis en difficulté, et bien le coach te dit ok, je te prends de là et je t'accompagne là. Je te tiens la main et on va cheminer ensemble pour que tu atteignes ton objectif. Coach sportif, c'est la même chose. Voilà mon objectif, ok, je te prends la main, je t'accompagne à ta destination. Et quand je me suis lancée justement dans l'accompagnement, ça fait déjà plus de 12 ans que je suis dans le domaine de l'accompagnement en tant que travailleuse sociale, et bien je trouvais qu'il manquait cette lecture où les enfants qui m'étaient confiés par l'aide sociale à l'enfance, on n'entendait pas leur culture. C'est-à-dire qu'un enfant pouvait être placé pour maltraitance, et quand j'intervenais auprès de la famille, je me rendais compte que c'était pas de la maltraitance à l'état pur, mais c'est une carte du monde qui est différente. C'est tel parent dans sa carte du monde, et bien taper son enfant par exemple, c'est pas que c'était normal, en tout cas dans sa carte du monde, c'est une façon de l'éduquer et de l'amener à devenir un homme plus tard. Oui. Et ça, on ne l'entendait pas en fait. C'est que du coup, il y avait un automatisme. Ce qui fonctionne ici en Occident doit fonctionner pour tout le monde. Oui. Et ça, c'était ma frustration en tant que travailleuse sociale. Et c'est de là justement qu'est née cette volonté de faire comprendre à mes collègues, tout d'abord, que en fait non, on ne peut pas traiter de la même façon toutes les cultures parce que chacun a sa propre lecture. Et il y a 3 ans de ça, j'ai eu un accident de vie, on va dire, ou plutôt une renaissance de vie. Et c'est de là où finalement je me suis repositionnée et je me suis demandé comment je pouvais continuer à faire ça, accompagner les personnes, accompagner les professionnels et les particuliers à trouver leur place en fait. Parce que finalement, on nous demande de nous intégrer, ok, mais en fait il y a s'intégrer et il y a s'oublier. Oui. Entre les deux, qu'est-ce qui existe en fait? Et c'est là où j'interviens vraiment. J'ai créé l'ethno-coaching parce que on peut accompagner une personne sur son chemin de vie, oui, mais si on n'écoute pas son ethnicité, si on n'écoute pas sa singularité, sa carte du monde, on passe à côté. On passe à côté de la personne et du coup on lui demande de porter un masque toute sa vie. Et c'est là où finalement j'interviens. C'est pour ça que ça me tenait à cœur justement que les gens sachent qu'ils ont le droit d'être à la fois africains ici en France. Finalement, qui sommes-nous? Ni l'un ni l'autre, on est les deux. Tu accompagnes principalement des afro-descendants? Alors principalement oui, c'est un choix, c'est un choix que j'ai fait personnellement en tant que coach et à travers différentes formations que j'ai pu faire et l'expérience de vie que j'ai. Aujourd'hui je suis apte à accompagner absolument tous les publics, aussi bien les enfants, les ados, les adultes, les personnes âgées, aussi bien les occidentaux, les afro-descendants, les maghrébins, etc., etc. Maintenant aujourd'hui je fais un choix de me positionner et d'accompagner, et j'accompagne principalement des afro-descendants. Pourquoi je fais ce choix-là? Parce que dans le domaine de l'accompagnement, je suis apte à accompagner tout le monde. Oui. Par contre, je me rends compte que tout le monde n'est pas apte à accompagner des afro-descendants. Tout le monde n'est pas apte à aller travailler sur les traumas qui sont propres à l'histoire des afro-descendants. Donc, je me positionne là et je me dis que si j'ai d'autres clients, eh bien c'est tant mieux. Et d'ailleurs c'est le cas, j'en ai beaucoup de communautés différentes parce qu'ils se retrouvent justement dans ce que je propose. Et à la fois,
mes semblables, ils ont une figure de référence. Et ça, je pense que en tout cas, c'est ma mission actuelle. D'accord. Et depuis combien de temps tu exerces du coup en tant qu'ethno-coach? Alors en tant qu'ethno-coach pur, ça fait 2 ans D'accord. que j'ai créé l'ethno-coaching. Avant ça, du coup, j'étais coach de vie de façon plus générale. Et encore avant ça, j'étais travailleuse sociale. Comment tu as été accueillie en fait dans la communauté? Est-ce que quand tu t'es lancée en tant qu'ethno-coach, est-ce que tout de suite là, je vais dire les afro-descendants ont dit oh c'est super, enfin tu as été accueillie comment? Alors, il y a les entrepreneurs. Donc, du coup, il y a le discours des entrepreneurs quand j'annonce que je crée l'ethno-coaching et que je le définis. C'est un des avantages, le fait de créer une activité, c'est qu'il n'y a pas de mots présents dans la conscience collective, donc on est obligé de te demander c'est quoi l'ethno-coaching, et il n'y a que moi qui puisse le définir. Ça évite les amalgames. Mais une fois que ça s'est posé, on me demandait c'est pourquoi tu veux t'adresser justement à la communauté afro, pourquoi justement tu te fermes des voies en affichant que tu accompagnes des noirs, tu te fermes à tous les autres publics. Et à la fois je répondais comme je t'ai dit là, en fait, je peux accompagner tout le monde. Par contre, tout le monde ne peut pas accompagner ma communauté. Et je fais le choix de me positionner là. Donc oui, c'est moins facile. Je suis totalement au clair avec ça. C'est moins facile que si j'avais été juste coach de vie. Oui. Par contre, ce que je fais me fait beaucoup plus vibrer. Donc j'ai vraiment le sentiment d'aider des personnes à se reconstruire, à rééquilibrer tout leur foyer en étant en paix avec eux-mêmes. C'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est pas la même chose que de travailler en surface même ne serait-ce que sur un projet professionnel. Ça ne me fait pas vibrer de la même façon que d'aller sur les chemins de vie et les traumas de l'existence propres à ma communauté. Est-ce qu'ils te contactent facilement? Alors aujourd'hui oui, au départ non. Au départ ça va pas être aussi facile que ça, parce que déjà comme on dit, c'est important de le poser, parce qu'on dit que oui, les noirs ne vont pas voir les psys, ou les noirs n'ont pas d'argent à mettre là-dedans, c'est la phrase qu'on m'a servi à toutes les sauces. C'est vrai, et à la fois c'est faux. C'est vrai pourquoi? Parce que finalement, pour mettre de l'argent quelque part, il faut savoir ce que ça vaut. Oui. Donc ils n'ont pas d'argent à mettre là-dedans parce qu'ils ne savent pas quelle est la valeur du coaching. Ils ne savent pas quelle est la valeur de se faire accompagner. On est sur quelque chose qui est dans l'invisible. Aller bien, ça veut dire quoi? Enfin, je dois payer pour me sentir mieux, je dois payer pour être en paix avec moi-même, je dois payer pour faire la paix avec mes parents qui sont déjà décédés. C'est pas palpable. Donc du coup, c'est beaucoup moins facile de se le représenter. Donc c'est vrai. Maintenant, le travail que j'ai eu à faire, que mes collègues coachs n'ont peut-être pas à faire, et aujourd'hui c'est une économie, parce que les prochains ethno-coachs auront cette facilité-là, c'est que j'ai fait tout un travail pendant 2 ans, du coup on s'est côtoyés, on s'est vus, c'est un travail de sensibilisation, un travail où finalement j'ai offert du contenu pour que les personnes se rendent compte que en fait finalement des micro-changements, ça peut m'aider à aller mieux, et si je vais mieux, ah ouais mais mon fils il va beaucoup mieux, mais ah ouais mais mon couple il va beaucoup mieux, ah mais toute la famille va mieux. Parce que finalement, se réparer, c'est réparer dans tous les sens de la transgénérationnalité. Et du coup, c'est aller mieux soi, son enfant, son foyer, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour qu'ils mettent de l'argent, pour qu'ils investissent, ce qui est normal, parce que finalement c'est un investissement, c'est de l'énergie, il n'est pas tombé du ciel, pour qu'ils l'investissent sur un accompagnement, ils ont besoin de savoir c'est quoi un accompagnement. Donc quand on dit que les Noirs ne mettent pas d'argent dedans, peut-être. Mais par contre, c'est pas qu'ils ne mettent pas d'argent dedans, c'est qu'ils ne mettent pas de l'argent quelque part où ils ne savent pas ce que ça vaut. Oui, c'est normal. Exactement, donc c'est important de dire que c'est vrai et à la fois c'est faux. C'est vrai parce qu'ils ne savent pas ce que ça vaut, c'est faux parce qu'une fois qu'ils savent ce que ça vaut, ils les mettent 2 fois, s'il le faut. Mais ils ont besoin justement qu'on mette du sens derrière ce qu'on leur propose. On ne peut pas leur proposer de l'invisible et ils vont adhérer tout de suite. D'accord, et en parlant de formation, tu as fait quel genre de formation? Alors je dirais la plus grosse des formations c'est la vie. Ma plus grosse formation c'est la vie, je pense qu'on se connaît depuis qu'on a 15-16 ans, donc tu connais mon histoire de vie et tu sais que justement j'ai cette croyance là profonde que chaque épreuve de vie est un diplôme que la vie nous amène à passer, donc je pense que la vie m'a diplômée, m'a surdiplômée et je la remercie aujourd'hui avec du recul. À la place, et en plus de cela justement, en plus de cela justement on est aussi également avec des dons, des capacités, des facilités, et c'est aussi ce que j'amène les personnes à découvrir pendant leur accompagnement, c'est vraiment trouver quel est ton talent inné, ton don inné, tout le reste là t'es venu le mettre dessus, mais t'es né avec quelque chose qui t'est propre. En ce qui me concerne, vous m'avez nommé l'avocate des mouches. C'est vrai. Vous m'avez baptisé l'avocate des mouches parce que j'avais cette habitude-là justement de trouver des excuses à tout et à tout le monde et de toujours me mettre à la place de... Je
je me mets à la place d'une mouche, donc imaginez bien que je me mets à la place d'un être humain, je me mets à la place d'une personne qui me bouscule dans le bus, je me mets à la place... et c'était ça mon talent, mon don à moi, c'est vraiment l'empathie et la qualité d'écoute. Donc finalement, j'ai pris ces dons-là qui me sont propres, j'ai pris mon histoire qui est la mienne, et qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et ben, avec tout ça, je suis douée pour écouter, je suis douée pour mettre à la place des gens, pour comprendre leurs histoires. Ok, du coup, qu'est-ce que j'en fais? Et ben, je me suis mise au service du travail social. Je me suis formée, donc je me suis formée en tant qu'éducatrice, donc j'ai accompagné des enfants, des ados, des personnes âgées dans leur cheminement de vie. Et ensuite, et ben, quand est venue l'heure justement de me réinventer, ben, je me suis réinventée en devenant coach de vie. Et en devenant coach de vie, je me suis formée au coaching. Et là, j'ai rencontré des clients avec des problématiques qui sont propres aux afrodescendants et où aucune école ne te prépare en tant que coach de vie. Et tu te dis, mais en fait, on n'a pas les mêmes clients en fait. Est-ce qu'on peut en discuter? Parce que justement, je me suis retrouvée très rapidement avec des clients avec des doubles, voire des triples psychotraumas. Et c'est pas simple de les remonter. Par contre, il faut d'abord les remonter avant de les envoyer en thérapie. Et c'est là où je me suis dit, en fait, ok, très bien. Bah, du coup, qu'est-ce qu'il me faut de plus? Je te fais le cheminement parce que c'est important de partir de son don, et de son histoire, et finalement de se dire, en expérimentant, qu'est-ce qui me manque et qu'est-ce qui peut être une plus-value pour mes clients. Et c'est là où du coup j'ai été chercher de la PNL, programmation neurolinguistique, parce que la majorité de nos traumas, de nos blessures sont dans notre disque dur, en tout cas de la tête ou du corps ou des émotions. Comment les transformer? Bah, du coup, la PNL, c'est un outil que j'ai été chercher pour ça. L'hypnose, c'est parce que finalement, ça nous permet de ne pas faire 7 ans de thérapie, mais 15 jours. Ce qui est très intéressant et très important quand on est dans du psychotrauma et qu'on doit gérer son foyer en même temps, etc., etc. Donc finalement, tous les outils que j'ai été chercher, c'était vraiment par rapport aux clients que je rencontrais, mes limites à moi, elles étaient, ok, du coup, là, tel outil, j'en aurais besoin pour pouvoir l'accompagner à aller plus loin, etc., etc. Donc voilà comment je me suis formée et comment je continue, hein, je suis mon outil de travail. Donc finalement, je suis un peu de ma propre lame et les différentes formations me permettent de m'aiguiser pour être encore mieux au service des personnes que j'accompagne. D'accord. Alors j'ai la question qui, depuis disons 1 an ou 2, je vois partout, mais vraiment partout, des coachs ou des motivatrices. Et je me suis dit, c'est quand même pas une mode, parce qu'un coach, quand on va avoir un coach, c'est pour confier ce qu'on a comment dire, ça peut être un mal-être, ainsi de suite. Et je vois qu'il y a beaucoup de coachs. Totalement. Je me suis dit, c'est pas est-ce que c'est normal, mais est-ce que ces coachs, qu'est-ce que toi tu conseilles à une personne qui souhaite aller consulter un coach? Parce qu'un médecin, par exemple, on sait quand on va taper, je ne sais pas, un médecin, il dit qu'il vient de telle école, par exemple. Mais un coach, on ne sait pas forcément. On va se confier à quelqu'un, mais est-ce que cette personne, on ne sait pas si la personne est compétente? Est-ce que... je trouve que c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce que toi, tu penses de tous ces coachs qui naissent, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur les réseaux sociaux en général? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et qu'est-ce que tu conseilles, par exemple, une personne qui aimerait consulter un coach? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, du coup, je vais revenir sur le sujet qui est très important, ce que tu soulèves là, c'est qu'en effet, il y a un effet, il faut le dire, il y a un effet de mode autour du coaching. Ça fait partie de ce qu'on appelle les nouveaux métiers. Donc, il y en a tous les 10-15 ans, il y a des nouveaux métiers qui naissent et il y a un engouement autour. Il y a quelques années, c'était l'informatique, c'était le filon où il fallait absolument se placer. C'était un métier d'avenir. Aujourd'hui, le coaching est un métier d'avenir, c'est vrai. Pourquoi? Parce que en Occident principalement, les besoins fondamentaux sont nourris aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est nourri au niveau de ces besoins fondamentaux, avoir un toit, avoir à manger, être en sécurité. Ces besoins-là sont nourris. Et une fois que ces besoins sont nourris, on peut commencer à se demander, mais attends, est-ce que je suis heureux même? Est-ce que je suis bien? Est-ce que mon boulot me plaît? Mais en fait, est-ce que mon mari, je l'aime vraiment? C'est des questions qu'on peut commencer à se poser parce que les besoins fondamentaux sont nourris. Donc, on commence à s'en préoccuper. Donc, en effet, c'est là où on peut faire appel à un coach. Donc, aujourd'hui, oui, le coaching, c'est un métier d'avenir. Il y a de la demande parce que la population aujourd'hui est prête à se poser ces questions-là parce qu'elle a sécurisé ses besoins fondamentaux. C'est pas la même chose. On me demande, par exemple, j'interviens également à l'international, j'accompagne des personnes qui sont par exemple en Afrique. Eh bien, j'ai pas la même façon de les accompagner parce que les besoins fondamentaux ne sont pas encore garantis, même ceux qui sont à des stades, à des postes assez intéressants, assez sécures, eh bien, malgré ça, la sécurité extérieure n'est pas
elle n'est pas validée. Donc, ils n'en sont pas encore. D'accord. Ils font appel à un coach, mais finalement, c'est pour venir asseoir ces valeurs-là qui ne sont pas encore assises. D'accord. Donc oui, c'est un effet de mode, et oui, c'est un métier d'avenir. Maintenant, à qui est-ce qu'on le vend? Oui. À qui est-ce qu'on le vend? Parce que du coup, tout le monde dit oui, je vais faire du coaching, je vais faire du coaching, je vais faire du coaching. Très bien. Maintenant, c'est comment tu fais du coaching. Qui a dit que tu étais apte à faire du coaching? Qu'est-ce qui fait que tu es apte à faire du coaching? Encore une fois, je le répète, notre don de naissance, il est super important. Une fois qu'on l'a trouvé, que c'est l'écoute et que c'est l'aide et que c'est l'accompagnement, c'est génial. Par contre, selon les personnes qu'on va accompagner, il est important qu'on soit nous-mêmes au clair avec notre histoire. L'étape 1, c'est déjà ça. C'est déjà que le coach soit aligné avec son histoire et fait la paix avec son histoire pour pouvoir accompagner une autre personne. Déjà, il y a ça. Ensuite, qui tu accompagnes? Est-ce que finalement, tu pars sur du... Si je pars en tant que coach sportif, il faut un diplôme. Oui. C'est une réalité. Si tu pars en tant que coach en nutrition, il y a un diplôme, c'est une réalité. Les seuls domaines où pour l'instant, c'est encore totalement ouvert, c'est l'appellation coach de vie. Et du coup, c'est un grand fourre-tout où des personnes s'auto-proclament pour beaucoup coach. Le danger des réseaux sociaux, c'est qu'en fait, les personnes ne vérifient pas. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me contactent et qui me disent « Oui, j'ai été accompagnée par une de tes collègues. » Ok, elle se nomme comment? Oui, elle s'appelle un tel. Ok, elle vient de quelle école? Enfin, elle vient de quel courant? Je ne sais même pas de quelle école. Elle vient de quel courant? Bah, je sais pas. Mais du coup, elle est coach. Ok, elle est coach quoi? Elle est coach de vie. Ok, mais elle est coach de vie dans quel courant? Mais en fait, j'en sais rien, je vais pas demander. Ok, mais du coup, selon ce que tu vis là, si tu vas voir une coach en neurosciences, c'est pas le même regard que si tu vas voir une coach qui va être une coach PNListe par exemple. Donc déjà d'une, il y a plusieurs catégories à l'intérieur du coaching, tout va dépendre des outils que la personne utilise, et surtout, une coach qui est capable de te dire je suis coach en neurosciences, c'est qu'elle est diplômée en neurosciences. Une coach qui dit je suis coach PNListe, elle est diplômée en tant que PNL. Etc. Donc c'est important d'aller trouver, moi le conseil que je donne aux clients, c'est ok, les personnes, qu'est-ce qui fait que tu fais appel à telle personne? Ouais, mais elle a tant de followers. Ah, donc follower c'est devenu diplôme. Donc follower c'est devenu un. Je sais pas, en fait, finalement, c'est. Attention, quoi. Bah, c'est en fait, on est responsable. Faut être responsable de à qui tu déposes ton histoire. Et il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas. Moi, j'ai des personnes qui me contactent et je leur dis ok, on fait le premier entretien. Et vous avez des questions, non? Je dis, ah, d'accord. Je dis, donc en fait, tu sais pas qui je suis, mais c'est ok pour toi. Je dis, mais comment ça? Bah, Fat, je sais pas, tu m'as pas posé de questions, tu m'as rien demandé en fait. Non, mais du coup, j'ai compris, enfin, je vois que tu as compris mon histoire, tu as compris là où il faut que j'aille travailler. Je dis, ok. Mais par contre, moi, ce qui m'interroge aujourd'hui, on ira travailler dessus pendant l'accompagnement, c'est comment est-ce que toi, un adulte, tu peux venir, tu poses ton histoire et tu ne me demandes pas qui je suis, tu ne me demandes pas en quoi est-ce que je suis apte à t'accompagner. Mais ça, c'est aussi un truc où finalement, est-ce qu'on s'autorise à être dans l'autocritique? Est-ce qu'on s'autorise justement à dire à une personne, bah écoute, ouais, très bien, ce que tu me proposes, c'est génial, mais est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'envoyer ton diplôme? On va dire, ouais, mais ça se fait pas. Mais pourquoi ça se fait pas? Parce que, comme tu dis, les followers, c'est devenu un diplôme. Mais demande-moi mon diplôme, je te l'envoie. Oui. Demande-moi de quelle école je suis, de quel courant je suis, je te réponds. Et de la même façon, toute personne qui est dans la thérapie, dans l'accompagnement, eh bien, trouvera ça justement comme c'est plus une présence d'une conscience. Et puis finalement, tu dis, ah, cette personne-là, elle est consciente quand même que c'est pas léger ce qu'elle va déposer. Oui. Et là, on se dit, ok, du coup, elle est vraiment prête à travailler parce que finalement, elle verrouille elle fait en sorte de déposer au bon endroit. À l'inverse, eh ben, il y a presque écrit, écoute, je suis désespérée, je cherche désespérément quelqu'un, mais du coup, c'est pas forcément la bonne personne. Donc, si j'ai un conseil à donner là-dessus, c'est vraiment d'oser demander aux personnes qu'on interpelle, qu'ils soient coach, qu'ils soient thérapeutes, qu'ils soient psy, qu'ils soient médecins, oser leur demander quelles sont leurs qualifications, de quel courant ils sont, et poser des questions pièges. Je sais pas, mais vraiment oser vraiment aller les interroger sur qui ils sont eux et comment est-ce qu'ils peuvent vous aider. Et si, à la suite de ce premier échange-là, eh bien, vous avez réponse à vos questions, vous partez sur un accompagnement. Mais tant qu'on ne vous a pas répondu, tant que si vous avez demandé un diplôme qu'on ne vous l'a pas envoyé, vous n'entamez rien. Donc pour moi, c'est important d'aller, oui, aujourd'hui, les afrodescendants, la communauté est prête à se faire accompagner. Par contre, soyons prudents pour savoir justement à qui est-ce qu'on dépose son histoire, à qui est-ce qu'on dépose ses blessures, hein, parce que finalement, pour les travailler, parfois il faut les rouvrir. Ouais. Et je t'assure que quand tu n'es pas prête, quand tu n'es pas formée, eh bien une personne qui ouvre ses blessures, tu n'es pas capable de remonter derrière.
Donc là, ça devient dangereux. Et là, du coup, le thérapeute, l'accompagnant, devient dangereux parce que finalement, il t'amène dans des tumultes de ta vie et il n'est pas capable de te faire remonter derrière. Et là, tu peux partir en dépression totale alors qu'au départ, tu allais bien. En fait, tu voulais juste mettre un petit pansement dessus pour qu'il cicatrise correctement. Et là, tu te retrouves avec une plaie ouverte sur ton passé, sur un trauma, etc. etc. Merci. Alors, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter pour mes abonnés? Un dernier mot à rajouter. Je leur dirais de se souvenir toujours qu'ils sont, que nous sommes la personne la plus importante de notre vie et que du coup, il est important de faire de soi sa priorité. Puisque tu as une grosse communauté d'afro-descendants, je sais que on est beaucoup à qui on nous a dit fais-toi petit, intègre-toi, ne fais pas de vagues. Et en fait, on a appris à se faire petit, on a appris à s'intégrer, on a appris à ne pas faire de vagues. Et finalement, on a surtout appris à ne pas être soi. C'est difficile de devenir adulte quand on ne sait pas qui on est. C'est encore plus difficile de devenir à son tour parent quand on ne sait pas qui on est. Qu'est-ce qu'on va apprendre à notre enfant en fait? À être une autre personne également. Donc mon message à moi, c'est oser être soi, oser vous souvenir que vous êtes né avec tout ce dont vous avez besoin et que vous êtes la personne la plus importante de cette vie. Et ben, c'est trop beau. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, moi, je vais rajouter que Eva, elle vous a dit qu'on se connaissait depuis, et elle m'a aidé à oser. Du coup, depuis, j'ose vous faire des vidéos, j'ose être moi, et c'est vraiment beau. Quand on ose, on se sent bien avec soi-même. Donc, merci beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, et on n'hésite pas, on n'oublie pas de soutenir la chaîne en likant, en commentant et en s'abonnant si ce n'est pas encore fait. À bientôt. Bye.